Je suis dans les jardins de l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui avec ma cravate, puisqu'on a réservé une petite surprise à Monsieur Ciotti et ses amis. Vous avez sans doute entendu parler de sa proposition de réintroduire la cravate comme norme pour s'habiller. Il a fait une demande officielle auprès de la présidente de l'Assemblée nationale pour lui demander donc tous les députés mettent dans l'hémicycle la cravate. Alors c'est une proposition qui faisait suite à d'autres propos qu'on a entendus à droite, nous accusant, nous insoumis, députés insoumis, d'être débraillés, sales. Et donc la question de la tenue est devenue une question du débat politique. Alors pour faire un pied de nez, aujourd'hui, les femmes députées insoumises sommes arrivées avec une cravate. C'est notre manière de dire à Monsieur Ciotti que dans sa proposition, eh bien, au fond, elle porte une exclusion claire et nette des femmes. C'est un sexisme sans doute tellement bien assimilé qu'il ne s'en est pas rendu compte, mais quand il propose à tout le monde de mettre la cravate, évidemment, nous en sommes exclus et je suis certaine qu'il doit trouver que c'est très déplacé pour une femme de mettre une cravate. Alors, on a voulu le dire aussi parce que depuis quelques semaines, nous observons que dans l'hémicycle, le sexisme est de bise. Un certain nombre de mes collègues, quand elles prennent la parole, qui ont les voix les plus hautes parmi nous, se trouvent chahutés de façon assez violente, bruyante, humiliante, et de façon très très répétée, ou d'autres collègues, je pense en particulier à Raquel Garrido, qui a subi un découpage de vidéos absolument ignoble. Et donc nous sommes regardés dans nos tenues, dans notre façon de nous exprimer, et jugés si nous ne sommes pas dans les codes qui sont des codes masculins. Nous, ces codes masculins, on n'a pas envie de rentrer dedans, et on avait envie de dire aussi que le sexisme en politique, il faut qu'il cesse, et c'est pourquoi nous avons fait ça aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on n'a pas fait que ça, parce que ce soir, c'est le débat sur le PLFR. PLFR, ça veut dire le budget, là en l'occurrence rectificatif, qui est toujours voté courant juillet chaque année et qui modifie ce qui a été adopté au mois de novembre-décembre. Et donc là, on recommence, on adapte d'une certaine manière. Et donc, à l'occasion de ce débat, on poursuit finalement le débat qu'on a eu sur le pouvoir d'achat, puisque ce sont les mêmes routines côté Macronie qui nous sont imposées, les mêmes logiques. Et nous, pied à pied, nous bataillons de façon un peu particulière, parce que cette mandature ne ressemble pas à la précédente. La minorité présidentielle, par définition, n'a pas de majorité. Et donc, à chaque instant, il est peut-être possible de faire passer des amendements. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous recherchons. Donc, non seulement on fait notre travail de députés pour défendre nos idées par des amendements, mais on a aussi cette idée à chaque fois en tête qu'il est possible de faire passer des mesures. Et là, on a réussi sur 2 sujets à faire entendre une voix dissonante et à mettre en tout cas la majorité en marche en minorité, ce qui est quand même pas rien. Un premier débat que nous avons eu sur la compensation de la hausse du RSA pour les départements. C'est en fait très concret puisqu'il y a une hausse qui est prévue de 4%. Donc comme tout le reste, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, ce sont des hausses qui sont en dessous de la hausse des prix, de l'inflation. Donc en réalité, ça ne fera pas une hausse dans la vie concrète. Mais enfin bon, il y a quand même une hausse de 4%. Et cette hausse de 4% va être prise en charge par les départements puisque ce sont eux qui gèrent le RSA, ce qui est profondément injuste. Et je le sais bien en tant que députée de Seine-Saint-Denis puisque il fut même une période où le département s'était mis en immense colère en réclamant 1,7 milliard d'euros de manque à gagner parce que l'État a donné la compétence du RSA au département, mais sans donner les moyens afférents, c'est-à-dire les moyens qui correspondaient à la hausse du nombre de personnes qui devenaient allocataires du RSA. Et forcément, quand il y a la crise, il y en a aussi de plus en plus. Nous, on a un statut particulier tout récent, c'est qu'on est mis en statut d'expérimentation. C'est assez drôle. Et cette expérimentation vise à ce que l'État paye le RSA au département. Et évidemment, ça marche forcément mieux, mais c'est le cas seulement pour notre département. Et donc, si il y a cette hausse et qu'elle n'est pas compensée, alors que les départements sont en charge des questions sociales en particulier, vous savez très bien que ça va être encore plus dur pour les collectivités territoriales qui sont de plein fouet en face des difficultés sociales rencontrées par les habitants. Donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est tout simplement un amendement qui permette une compensation par l'État de cette hausse. Et là, patatras,
le gouvernement a perdu et nous avons arraché cette proposition qui coûte quand même 120 millions d'euros, donc ce n'est pas une petite histoire. Bruno Le Maire était très en colère, d'autant plus qu'il y avait ensuite d'autres amendements pour compenser pour des mairies, pour les municipalités ou d'autres collectivités, d'autres hausses qui sont prévues. Et nous, on pense que les collectivités sont très maltraitées aujourd'hui et donc il faut les compenser. Et là, Bruno Le Maire était très en colère parce qu'il nous fait voter ce budget, mais il y a une chose qu'il ne veut pas toucher, ce sont ces 20 milliards. C'est-à-dire qu'il fait un paquet à 20 milliards d'euros. Alors on dit c'est 20 milliards d'euros dans la poche des Français, ça c'est ce que dit la Macronie, parce que ce n'est pas la réalité. Vous avez plusieurs milliards, des milliards, vraiment plusieurs milliards, qui en réalité vont aller dans la poche de grands groupes, de grandes entreprises, qui elles continuent à faire des profits, qui n'en ont pas spécialement besoin, et on vous dit que ça va dans la poche des Français. Mais toujours est-il que Bruno Le Maire, il est dans le cadre de ces 20 milliards et il n'imagine pas qu'on puisse avoir d'autres recettes. Voilà. Ça, c'est impensable, absolument impensable pour lui. Et du coup, forcément, il s'énerve. Forcément, il s'énerve quand nous réussissons avec une alliance de bric et de broc, j'entends bien, puisque ce sont des votes de toute la NUPES, mais aussi de l'extrême droite en l'occurrence, et de Horizon. Donc c'est vrai que c'est un peu étrange de voir cet attelage, mais en tout cas, au final, la minorité présidentielle n'a pas de majorité et il est possible de faire de temps en temps avancer un certain nombre de choses. Donc sur ça, on a gagné. Et sur le fuel, également une proposition d'augmenter la part de compensation, alors là directement pour les foyers, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui c'est l'enfer, c'est absolument l'enfer parce que les hausses sont considérables, qu'il y a des gens qui font 10 chèques pour pouvoir payer leur fuel, ce qui est quand même assez dramatique, et on sait qu'avec cette hausse des prix, de tous les prix, il y a des postes qui vont exploser et qui vont rendre la vie extrêmement difficile. Donc là, on a multiplié par 4, un peu plus de 4, l'enveloppe qui était donnée, on l'a passée de 50 millions à 230 millions, si ma mémoire est bonne. Et pareil, cet amendement est passé, mettant tout autant en colère la Macronie. Et quand je vous disais qu'ils ne sont pas capables d'inventer des recettes, c'est précisément parce qu'ils ne veulent pas cette taxe sur les super-profits qu'on a sans cesse tenté de leur proposer par amendement, réamendement, discussion budgétaire. Ça, c'est impossible, absolument impossible de leur faire entendre raison là-dessus, alors qu'on a des mannes énormes. La taxe sur les super-profits à 15%, c'est 10 milliards d'euros. Donc déjà, avec 10 milliards d'euros, vous voyez, c'est la moitié de ce qu'ils sont en train de mettre. Hop. Ensuite, vous rétablissez l'ISF, vous touchez à la flat tax, etc. Et on arrive là aussi à d'autres milliards. Donc nous, on a plein d'idées pour partager les richesses et faire en sorte que le budget de l'État soit en capacité de redistribuer des moyens dans cette période de crise majeure. Mais évidemment, ce gouvernement ne veut pas entendre parler parce qu'il est enfermé dans les recettes qui sont les recettes néolibérales. Donc on mène ces batailles comme on l'a mené sur la redevance. C'était assez éclairant sur la redevance parce que le gouvernement nous dit que c'est une mesure pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Chaque Français qui paye la redevance va avoir 180 € en moins à payer sur l'année. Le seul petit problème, c'est qu'ils nous mettent la main sur le cœur, ils nous disent la main sur le cœur, que dans le même temps, il n'y aura pas de souci pour l'audiovisuel public qui aura toujours ces 3,7 milliards qui seront là, et qui seront compensés par l'État. Alors, si c'est compensé par l'État, ça veut donc bien dire qu'il y a 3,7 milliards qui vont être trouvés quelque part. Et ce quelque part, c'est le budget de l'État. Et le budget de l'État, ce sont nos impôts. Donc, on va bien payer quelque part. C'est-à-dire qu'ils retirent de la main droite ce qu'ils vont réintroduire de la main gauche, ou l'inverse pour les mains. Vous prenez la gauche ou la droite, ça ne change rien. On voit bien qu'il y a là absolument une entourloupe, soit un mensonge pour le pouvoir d'achat des Français, soit un mensonge sur le fait qu'ils vont bien continuer à donner cette enveloppe au service public audiovisuel qui en a bien besoin, parce que le service public audiovisuel, il a des spécificités et il produit notamment beaucoup de cinéma, de fiction, de documentaires qui ne sont pas ceux qu'on trouve dans le privé, sur le système privé. Et donc, on a besoin de continuer à le financer. Et on a aussi besoin de ce service public audiovisuel dans un moment où on voit qu'on a une concentration économique folle. Donc non seulement il faudrait bien sûr accompagner l'argent public qu'on donne à une grande réforme de l'audiovisuel public, parce que chacun
constate qu'il n'a plus la spécificité qu'il avait. Je ne demande pas de revenir à l'ORTF, mais en tout cas, il faut sans doute préserver et développer plus exactement une spécificité de l'audiovisuel public. Ça me paraît tout à fait fondamental. Et on a besoin aussi d'une grande loi anti-concentration dans les médias. Et ça, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc pour vous dire qu'il y a mensonge sur la question de la redevance, alors chemin faisant, parce qu'on a bataillé, ils nous ont dit qu'ils allaient prendre ça sur ce qu'ils allaient recevoir en plus de la TVA. Mais alors, s'il y a une partie de ce qu'ils reçoivent en plus de la TVA, parce qu'il y a la hausse des prix, donc l'État engrange plus avec la TVA, ils en donneraient pour le service public audiovisuel. Mais dans ce cas-là, dès lors qu'il n'y aura plus d'inflation, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de supplément. Donc en fait, leur truc ne tient absolument pas. Et c'est ça aussi que nous cherchons dans le débat parlementaire. C'est très important, cette capacité à débusquer des lièvres, à les argumenter et à être capable, pied à pied, de devenir aussi l'interlocuteur privilégié pour le coup de la Macronie. C'est ce qu'on a un peu fait ces derniers jours, parce que nous sommes, je crois, les plus sérieux du côté de la NUPES, les plus cohérents dans l'alternative et ceux qui argumentons le plus. Et ce débat-là est nécessaire pour les citoyennes et les citoyens et pour éclairer sur quels sont les grands projets, les grands choix de société. Et on le voit chemin faisant sur l'ensemble des groupes. La Macronie qui s'entête, même si elle est très fébrile et qu'elle s'agace, parce qu'avoir perdu des votes comme ça, ils sentent bien que ce n'est pas du tout la même ambiance que sous le précédent mandat et que ça peut être très coûteux et très difficile pour eux. Mais je dirais qu'on débusque aussi l'extrême droite dans les votes et dans le défaut, là je dirais plutôt d'argumentation. Alors d'abord, sachez qu'ils sont très chahuteurs. Contrairement à ce que je lis et ce que j'entends, on a l'impression qu'il n'y a que les insoumis qui faisons de temps à autre effectivement un peu de chahut quand on est très en colère de ce que l'on entend. Mais l'extrême droite a une méthode beaucoup plus violente parce qu'elle prend les pupitres et elle tape. Et ça empêche complètement d'entendre ceux qui parlent. Ce n'est pas simplement que ça couvre un peu la voix, c'est qu'on n'entend strictement plus rien. Donc c'est une méthode qui est assez symptomatique et qui, en termes de déni du débat démocratique, est vraiment un niveau supérieur. Nous, ça a dû arriver sous la précédente mandature qu'on utilise les pupitres, mais de façon absolument rarissime. C'est quand il y a quelque chose qui nous révolte plus, si j'ose dire. Et là, on voit que c'est plutôt la méthode de l'extrême droite et que par ailleurs, en termes d'argumentation, ils sont toujours en train d'essayer de maquiller aussi quelles sont leurs positions, comme on l'a vu sur le pouvoir d'achat avec ce monsieur Tanguy qui avait l'air d'un clown dans son intervention pour expliquer son vote, le vote de son groupe. Peut-être vous l'avez vu, c'est quand il disait en hurlant « silence pour la France », mais en réalité, il y avait une stratégie. Et ce n'était pas, à mon sens, vraiment un clown, parce qu'il a masqué le fait qu'il votait pour un projet du gouvernement sur une ligne très libérale, la loi sur le pouvoir d'achat. Donc il l'a d'une certaine manière un peu gommé par sa façon de dire les choses et en hurlant silence pour la France, on entendait ce ton très autoritaire et cette manière finalement de ne pas vouloir que les oppositions s'expriment, ce qui est le cœur du projet néofasciste, c'est-à-dire de laminer tout ce qui peut contester l'ordre existant et le pouvoir existant. Et cette extrême droite-là, elle a un visage libéral sur le plan économique. On l'a vu sur la loi pouvoir d'achat, mais on l'a vu encore sur la loi, sur le budget, là, sur le PLFR, avec cette obsession sur les taxes qui malheureusement rejoint, alors on ne sait plus qui pique à qui, mais qui rejoint aussi l'obsession de Monsieur Le Maire, ministre de l'économie, sur les taxes, puisque sans arrêt, il ne faut pas de taxes. Et l'extrême droite est aussi anti-taxe. Mais enfin, au final, avec ce compte-là, ceux que l'on ne taxe pas, ce sont ces grands groupes économiques qui font des profits faramineux. Je rappelle que les dividendes ont augmenté de 84% en un an, en pleine période du Covid. C'est tout à fait hallucinant et considérable. Donc il y a de quoi faire. Et que les hyper riches, les grandes fortunes, elles aussi, se sont enrichies pendant la crise du Covid. Donc il y a quand même quelque chose qui tourne par l'ombre, qui n'est absolument pas moral et qui n'est pas juste. Et donc il faut s'y attaquer. Il faut augmenter les salaires d'un côté et les minima sociaux et s'attaquer à ce que possèdent les plus riches et la façon dont ils s'enrichissent pendant que les autres rament. Ça, c'est le cœur du projet. Donc je qualifiais cette extrême droite parce que j'ai été frappée aussi de voir Orban, qui a été cité dans l'hémicycle
la semaine dernière, je crois, ou cette semaine, je ne sais plus, par Marine Le Pen. Orban vient de faire une déclaration, et c'est son modèle, qui rappelle le projet de l'extrême droite. Je le cite, « Nous ne sommes pas une race mélangée et nous ne voulons pas en devenir une ». Voilà, c'est ça leur idée, c'est ça leur projet, c'est-à-dire des nations figées, blanches, excluantes, racistes. Et c'est autour de ça que tient le fond du fond de ce qu'est le projet d'extrême droite. Et il est, après, avec de l'opportunisme, il peut varier sur le plan économique, surtout dans le discours, même si en réalité il se marie fort bien avec le libéralisme économique et à aucun moment il ne vise à déposséder les plus possédants, ça c'est clair. Et il a toujours ce cœur-là de l'ordre et d'une nation fantasmée, imaginée et terriblement raciste et excluante. C'est important de se le redire, parce que c'est ce qui va nous attendre et ce qu'il faut qu'on arrive bien à débusquer derrière les masques de clowns que peuvent prendre un certain nombre de députés d'extrême droite. Voilà, je vous ai parlé assez longuement, mais juste pour vous dire, pour terminer, puisqu'on va y retourner sur le PLFR, là, tout de suite, pour la nuit encore, mais vous dire que le rythme imposé ici dans l'Assemblée n'est pas tenable. Je lis, j'entends qu'on nous dit « Ah, mais vous n'étiez pas à tel vote ». Je veux juste que chacune ait bien en tête que c'est pas possible en fait d'être là à tous les votes. Je vous fais la semaine type de la semaine là. Lundi, 16h, minuit. Mardi, 9h, minuit. Mercredi, 9h, minuit 40. Jeudi, 9h, 5h50 du matin. Vous m'avez bien entendu, c'est quand on a voté la loi sur le pouvoir d'achat. Et moi, je me souviens, je suis repartie de là, je suis allée chercher des croissants pour les ramener chez moi. Vendredi, rebelote, on recommence, 15h, minuit. Samedi, on ne s'arrête pas, on a fait 9h, minuit. Lundi, on recommence, 15h, 2h15 du matin. Et nous voici à mardi, 9h. Et pour le vote du PLFR, on va finir sans doute à 2 ou 3h du matin. Donc vous imaginez bien que si on continue sur ce rythme, d'abord, on est humainement épuisé. Vous voyez peut-être ma tête avec mes cernes. Mais surtout, on ne peut pas travailler correctement et on ne peut strictement rien faire d'autre. Or, un député, une députée, il doit être dans sa circonscription, quand même pas mal de choses à faire. Il ou elle doit également être dans les médias, sinon vous n'entendez pas parler de ce dont on vous parle. Et ne l'oublions jamais, il faut aussi qu'on puisse travailler, c'est-à-dire préparer ce qu'on va dire, rencontrer des gens pour avoir un point de vue et se faire une idée, avoir le temps de lire, avoir le temps de... Voilà. Et à l'occasion, éventuellement, de respirer, de se régénérer pour tout simplement tenir debout. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est vrai que notre groupe, le groupe de la France Insoumise, est particulièrement présent, puisque pendant tout ce temps où je vous ai cité là, les horaires, on était en gros 50% présents, ce qui est énorme. Et la Macronie nous court après, parce qu'ils regardent combien on est, ils passent des coups de fil et ils essaient de remplir. Et ils sont eux-mêmes à cran, parce qu'ils voient bien que ce mandat ne sera pas comme le mandat précédent et qu'ils ont besoin de énormément être présents. Combien de temps ça va durer? C'est un peu ça la question. On voit bien que dans ce premier round à l'Assemblée nationale, quelque chose s'est mis en place avec un LR qui peut faire éventuellement la bascule, mais vous voyez bien que cette bascule, du coup, elle se fait côté droit, et d'un gouvernement qui a dit clairement qu'il ne cherchait pas à négocier avec nous du côté de la NUPES. NUPES, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo sur que en fait, cette NUPES, elle se réunit donc toutes les semaines et elle reste pour l'instant très soudée, et c'est un point d'appui très important dans les batailles que nous devons mener à l'Assemblée nationale. Mais le gouvernement n'a pas décidé de négocier avec nous, il essaie de nous diviser. Il y a des travaux là, si vous entendez un peu, je ne sais pas si vous entendez dans le micro, ça fait tac, tac, tac. Il y a quelques travaux ici, c'est l'été à l'Assemblée, ils refont je crois que c'est les appartements de la présidence ici, voilà, qui sont en train d'être refaits. J'ai été, voilà, là ça tape fort, très très fort. Voilà, ça dit peut-être que c'est l'heure de vous laisser pour l'instant et de retourner dans l'hémicycle pour finir le texte sur le PLFR, et on se retrouve peut-être avec une pause et un peu moins de cernes. D'ici là, portez-vous bien et on continue le combat.